2018 s'en va finir, mais la loi de finances de l'année éponyme continue d'alimenter critiques et mobilisation au Niger. Le 5 octobre, ce sont Michael Zodi, Karim Tonko, Ibrahim Diori qui ont retrouvé maison et famille après des mois de détention. 3 mois plus tôt, c'était Ali Idrissa, Moussa Tchongari, Lirwan Abraman et Nouh Marzika, disséminés dans les prisons à l'intérieur du pays, qui retrouvaient la liberté après 4 mois de détention. Au total, ce sont une trentaine de militants et d'activistes de la société civile nigérienne qui se sont retrouvés dans les mailles de la justice pour participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État à cause de leur mobilisation contre la loi de finances 2018, selon eux, attentatoire au panier de la ménagère et offrant des précarés aux grands groupes de téléphonie mobile notamment et à l'État dans un contexte d'alternance politique en respect de la Constitution en vigueur. Le code électoral est un autre sujet qui fâche au Niger. Ajouté à la faillite de l'enseignement, ce tableau mérite l'instant du débat que Angle de Vue prenne l'avis de personnes très au fait de ces questions. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et locales ont fait rejaillir le spectre de la crise politique avec des manifestations et des échauffourées dans plusieurs villes du pays. La faute sans doute au duel PDCI et RHDP dans la plupart des communes du pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ces tensions alors que le président Ouattara a fait de la réconciliation son credo? Les conditions sont-elles réunies pour que 2020 se passe dans le calme? Sinon, que faire pour que la Côte d'Ivoire en sorte indemne et dans la paix? Une transition dans la paix, c'est aussi ce à quoi aspire le peuple congolais dans son ensemble. Mais la course à la succession de Joseph Kabila Kabange dans un pays continent capable de nourrir et de supporter toute l'Afrique est très âpre. Emmanuel Ramazani Chadari, candidat désigné pour la succession, a eu droit à son premier benfoul depuis sa désignation surprise fin août. Le Front commun pour le Congo FCC a présenté publiquement à la population de Kinshasa son candidat. C'était ce 27 octobre dans le stade Tata Raphaël, plein à craquer. Mais les critiques contre le candidat dauphin dont le discours était d'ailleurs un éloge à son mentor pense qu'il aura du mal à gagner car n'ayant pas assez de popularité. Quelles sont donc les chances pour le candidat Chadari? Quid des questions pour aller à ce scrutin devant consacrer la toute première alternance à la tête du pays? Autant de sujets qui seront au menu de votre émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Afrique, mobilisation sociale et élection. Les gouvernants en déphasage avec les aspirations de leur peuple. C'est le thème central de cette émission qui opinera sans doute sur d'autres thèmes si le temps le permet. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et ce jour, sur ce plateau, avec nous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes expert en communication politique, également écrivain. Face à vous, Baba Alpha, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes journaliste, ancien président de la Maison de la Presse au Niger. Baba Alpha, votre histoire est quelque peu singulière. Je rappelle que vous avez fait votre cursus toute votre vie au Niger et qu'aujourd'hui, vous êtes interdit d'entrer sur le sol nigérien. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau. Tout le plaisir est pour de moi. Sika TV. Baba Alpha, comment vit-on, comment se retrouve-t-on dans votre situation pour peut-être sa propre conviction? Bon, contrairement à la volonté des autorités nigériennes, Baba Alpha reste en vie. Ils ont quand même atteint un objectif, c'est celui de l'extinction de ma voix. Parce que depuis mon expulsion du Niger le 3 avril, la voix de Baba Alpha s'est éteinte sur les ondes des médias au Niger, tout comme sur les ondes des médias africains et même mondiaux. Mais je reste quand même en vie, je reste toujours stoïque par rapport à mes convictions. Je ne regrette pas mon passé fut assez glorieux à mon sens. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je suis nigérien, je me sens nigérien, je reste nigérien, contrairement à la volonté des autorités actuelles du Niger, qui, après plusieurs tentatives de corruption, d'intimidation, à cause de mes prises de position au niveau de la Maison de la Presse du Niger et ensuite au niveau de mon organe de presse qui est la télévision Bonferré, ont fini par tomber dans des égouts pour m'envoyer en prison avec mon père
Après un an, sans aucune décision judiciaire ou juridique, on m'a expulsé de mon pays, le Niger, pour me renvoyer vers le Mali, un pays dont mes parents sont originaires, je le confirme, mais dont je ne connais pas, dont je n'ai jamais visité. Mais écoutez, je suis un journaliste, je dois assumer. Si aujourd'hui je souffre pour mes convictions, donc j'en assume la plénitude, je dois aussi assumer les conséquences de ce qui arrive. Parce que face à des dictateurs, face à des hommes devenus méchants dans l'exercice du pouvoir, il faut assumer ses convictions jusqu'au bout. Voilà, Baba Alpha, c'était votre ami. Lamine Cissé, le Niger, c'est un pays qui est aujourd'hui, on le sait, pris entre plusieurs feux depuis la réélection du président Mamadou Issoufou pour un second et dernier mandat. Les manifestations à l'appel de la société civile contre la loi de finances 2018, est-ce que ces manifestations sont fondées selon vous? Vous savez, on ne peut pas bâillonner le peuple. Dans nos États, nos jeunes nations, les défis sont multiples à relever. C'est ce que j'ai souvent dit. Je voudrais rebondir parce que je suis très émotionné par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que ils veulent créer un apatride. Même dans le cadre de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un autre citoyen résidant dans son pays, il y a des critères d'expulsion. Il faut informer la CEDEAO d'abord, informer l'État et permettre à la mise en cause de se défendre. Alors moi je pense, je ne croyais pas que la dictature arrivera à un niveau où il faut expulser un citoyen de son pays. Quand j'avais vu, c'était ahurissant. C'était ahurissant. Mais c'est la nature de toute dictature en déboire, de toute dictature en déclin. Parce que je voudrais vous dire, Baba, vous êtes un héros. C'est eux qui sont les bourreaux, c'est eux qui sont en prison en ce moment-là. Yeah. C'est eux qui ont des problèmes. Parce que l'histoire va compter ça. Les générations futures vont compter des actions de nos dirigeants aujourd'hui qui pensent que c'est eux qui donnent vie, qui ont le droit de donner vie ou le droit de donner mort. Je m'en tiens à cela. Maintenant, pour la situation, parce que en fait, je suis en train d'analyser, je mets bout en bout, c'est la société civile qui a un rôle important à jouer dans nos gouvernants. Vous savez, j'ai l'impression depuis très longtemps que la démocratie est bâillonnée au Niger. La preuve en est que j'ai vu un Hama Amadou, un opposant qui a été directeur de cabinet de Séni Kounti, qui a été Premier ministre pendant 9 ans et qui a été président de l'Assemblée nationale. Une expertise qui devait être mise au service du peuple. Et ce n'est même pas question d'expertise, mais une popularité. Hama est représentatif au Niger. Comment ce monsieur-là se trouve en prison? On le prive de ses droits, on bâillonne, on tripatouille les institutions. Ce que le Niger n'est pas un modèle pour moi. Ce n'est pas un modèle de démocratie. Donc, parce qu'en parlant, moi je parle en tant que citoyen de l'Afrique de l'Ouest. En parlant, je parle en tant que panafricain. Je ne veux pas qu'on ait ces dirigeants pareils en Afrique. Voilà, votre avis est clair. Alpha, nous allons parler du cas nigérien. L'incarcération d'activistes ou d'opposants, on a l'impression que c'est un fait aujourd'hui. Madame le Niger, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous qui avez vécu beaucoup de ces informations-là ou de ces actualités-là depuis le sol nigérien? Vous savez, le pouvoir nigérien, depuis sa rupture avec son principal allié, Hama Amadou, que vient de citer M. Lamine, s'est retrouvé dans une situation où il fallait créer le rapport de force le plus large possible. Parce qu'ils ont basculé dans la mauvaise gouvernance. Et pour créer ce rapport de force, ils avaient 2 armes. L'arme de la corruption et l'arme de l'intimidation. Ils ont réussi à corrompre beaucoup d'acteurs politiques. Ils ont réussi à diviser des partis politiques
pour imposer une majorité à l'Assemblée nationale et faire passer toutes les lois comme lettres à la poste au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la résistance citoyenne a continué à travers les médias indépendants et à travers les organisations les organisations de la société civile. Face à la résistance citoyenne qui prenait de l'ampleur, qui était devenue crédible aux yeux de l'opinion et qui isolait de plus en plus le pouvoir nigérien, le gouvernement a décidé de frapper fort en foulant aux pieds toutes les règles démocratiques au Niger. C'est ainsi qu'ils ont procédé à l'arrestation des acteurs de la société civile. Vous avez suivi le président du Niger qui parlait sur les médias, et sur notamment France 24, d'une marche que la société civile avait voulu organiser à minuit, comme si il n'a jamais entendu parler des marches de minuit à Paris. Alors que c'était même faux. Les acteurs de la société civile voulaient manifester et la ville de Niamey a tout le temps, systématiquement refusé les déclarations de manifestation. Parce qu'au Niger, les manifestations sur la voie publique sont réglementées par une loi qui date de 2004, qui impose aux organisateurs d'informer la ville, les autorités de la ville. Mais ces organisateurs n'attendent aucune espèce d'autorisation de la ville. Mais malgré tout, la ville recevait régulièrement des instructions du ministre de l'Intérieur et souvent même de la présidence pour interdire systématiquement les manifestations publiques. Et face à la récurrence des interdictions, les organisations de la société civile ont décidé à un moment de passer outre ces interdictions qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas constitutionnelles et qui violent même la loi qui est visée par les autorités qui interdisent ces manifestations. Et c'est ainsi que le pouvoir a saisi l'occasion pour arrêter les principaux acteurs de la société civile nigérienne. Il les a jetés en prison et nous avons vu comment le procès s'est déroulé, nous avons vu comment l'instruction a été conduite et on a donné la preuve au monde entier que la justice au Niger est manipulée parce qu'avant leur jugement, le ministre de l'Intérieur est sorti pour dire qu'ils les ont arrêtés pour leur démontrer à qui appartient la force. Vous voyez, c'est très grave ce qui se passe au Niger, c'est très grave ce qui se passe du point de vue général en Afrique. Il faut que les gens arrêtent. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir par des voies démocratiques et vouloir imposer la dictature comme mode de gouvernance. Les peuples africains ne peuvent pas continuer à accepter cette manière de gouverner comme un roi dans un pays ou dans un système démocratique. Voilà, votre avis il est clair. Lamine Cissé, vous parlez du cas nigérien, bien évidemment, mais on a l'impression qu'on se retrouve dans ce cas-là dans nombre de pays encore sur le continent, notamment le Sénégal. Lamine Cissé l'a souvent déclaré ou l'a souvent critiqué sur nos plateaux. Pourquoi a-t-on l'impression que les dirigeants africains ou les dirigeants africains sous nos tropiques, je parlais de l'Afrique de l'Ouest notamment, on a l'impression qu'ils s'endurcissent dès qu'ils viennent au pouvoir ou que les voies par lesquelles on est venu au pouvoir, ce sont ces voies-là qu'on cherche à couper ou à amputer. Oui, c'est vrai. Vous savez, chaque pays a sa spécificité dans la manière de bâillonner le peuple. Mais ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation des institutions de la République. Parce qu'en fait, moi je préfère une dictature militaire mais démocratique, où le peuple trouve son compte et qui soit éclairé, qui amène le peuple vers le développement, qu'une démocratie de façade qui est plus dictatoriale que la dictature armée. C'est ce qui se passe dans nos démocraties. Les institutions sont là, ils sont tous au solde du pouvoir. Le problème fondamental est que c'est la peur. Parce que ceux qui viennent gouverner, ils gouvernent mal. Ils gouvernent dans la corruption. Et ils ont peur. Ils ont peur de céder le pouvoir. Et ils sont tellement impopulaires qu'ils savent que par la démocratie transparente, ils vont perdre le pouvoir. Vous savez, un président de la République qui a la bénédiction de son peuple, qui fait des réalisations, qui fait avancer le pays, n'a pas peur de perdre les élections. Évidemment. Parce que vous ne vous reprochez de rien du tout.
Mais la gouvernance se fait dans la dictature, dans la torture, dans les assassinats, dans beaucoup de malversations qui fait que les présidents et son clan, ils ont peur de quitter pour que les gens puissent découvrir tout ce qui a été fait. C'est ça le problème. Rawlings n'avait pas peur de quitter le pouvoir. Et puis, c'était une dictature militaire. Il est allé à la démocratisation 10 ans. Il a quitté le pouvoir haut la main. Aujourd'hui, il conduit sa voiture dans Accra. Tout le monde l'applaudit. Mais pourquoi nos dirigeants ont peur de quitter? Et ils tremblent parce qu'ils sont impopulaires. C'est ça la réalité. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un autre problème en lien avec le code électoral. Quel est-il? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a consensus autour des institutions devant, je dirais, arbitrer ou pourquoi pas donner, je dirais, tous les angles qu'il faut pour que l'alternance se passe au mieux en 2021? La réponse à cette question, elle est dans les propos que vient de tenir M. Lamine. Le pouvoir du Niger a peur, les autorités actuelles ont peur de quitter le pouvoir. Le président Issoufou est à la fin de son deuxième mandat constitutionnel. En 2021. Il va partir, qu'il le veuille ou pas, il sait qu'il ne peut pas continuer. Au Niger, ce n'est plus possible. Mais il veut organiser des élections tropicalisées comme il l'a fait en 2016. Choisir quelqu'un, l'imposer. Alors pour le faire, il faut agir parce que lui étant devenu très impopulaire au Niger, il ne peut pas avoir un dauphin populaire, ce n'est pas possible. Tous sont précarés et aujourd'hui les mains sales, ils sont devenus des milliardaires en quelques années, alors qu'on les connaissait il y a quelques années, ils étaient des coursiers à Niamey. Alors il faut torturer les textes pour organiser des élections selon le profil de celui que Issoufou Mahamadou veut imposer au Niger. Et pour le faire, il faut écarter les potentiels candidats les plus redoutables. Et le candidat qui fait beaucoup plus peur à Issoufou et à son clan, c'est Hama Amadou. Et c'est ainsi qu'ils ont élaboré un code électoral qui disqualifie Hama Amadou de la course aux élections. De 2021. De 2021. Et ce code électoral a été rejeté par l'écrasante majorité de la classe politique nigérienne. Et la pression a continué sur le pouvoir nigérien. Aujourd'hui, le gouvernement a ramené sur la table le code électoral qui a été adopté par l'Assemblée nationale et à travers la majorité mécanique dont dispose le PNDS Taraya à l'Assemblée nationale du Niger. Mais malgré tout ce qu'ils ont pu dire au lendemain de l'adoption de ce code électoral, aujourd'hui, face à la réalité du terrain, ils sont revenus, ils ont mis en place un comité ad hoc qui est en train de travailler sur le code électoral. Malgré tout ceci, le pouvoir a donné des instructions à ses représentants pour que l'article 8 qui a été rédigé conformément au front, à l'odeur et à tout ce que vous pouvez savoir qui viendrait de Hama Amadou ne soit pas retouché. Mais la résistance continue au niveau des partis non affiliés et au niveau des partis de l'opposition. On verra à la fin les conclusions qui viendront. Mais dans tous les cas, le pouvoir du président Issoufou doit comprendre que le Niger a beaucoup souffert. Le Niger n'a pas besoin d'une crise post-électorale. On a échappé belle à la fin des élections de 2016 parce que, vous vous rappelez, le candidat qui était en face de Issoufou, qui est Hama Amadou, était en prison. Et il a fait preuve de sagesse en refusant de donner un mot d'ordre qui pourrait conduire à une crise post-électorale ou à un bain de sang. Mais il faut qu'il arrête. Il faut que le président Issoufou arrête cette manière d'organiser des élections tropicalisées pour imposer des résultats déjà préfabriqués dans les pipelines du PNDS Taraya. Je pense que le peuple nigérien a souffert, le peuple nigérien a besoin de démocratie et je crois qu'il va aller dans ce sens. Voilà, c'est tout ce que nous souhaitons. Moi, je suis rassuré quand il y a un processus de négociation. Parce qu'on peut aller vers un processus de négociation avec un manque de sincérité, mais le terrain peut commander que la sincérité s'impose. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion. Il faut une démocratie inclusive. Il faut la participation de tout le monde. Je crois que c'est l'Union européenne qui conduit ça, ou bien d'après les informations que j'ai reçues. Oui, on parle d'une pression, en tout cas, de l'Union européenne et au-delà de certaines organisations, même africaines. Voilà, nos institutions africaines s'y mêlent. Parce qu'en fait, j'appelle au bon sens de Youssouf.
Parce qu'en fait, le monde là, c'est un village planétaire. On ne peut pas fuir et aller se cacher ailleurs. Il devait préparer le Niger de demain, pour que le Niger de demain soit un Niger de paix et de stabilité. Il ne peut pas se faire, ce Niger-là ne peut pas se faire sans les Nigériens, d'une façon inclusive, pas d'une façon exclusive. Voilà, en RD Congo, le 23 décembre 2018 doit consacrer la toute première alternance à la tête du pays. C'est assez bizarre, cela n'est jamais arrivé depuis que la RDC est libre, on va le dire ainsi, mais les conditions devant aboutir donc à cette alternance continuent d'alimenter la polémique, notamment le cas de la machine à voter qui est une trouvaille inédite de la CENI et qui n'est pas contenue dans le code électoral congolais. Quel est votre avis là-dessus, Baba Alpha? Non, vous savez que c'est illégal, cette histoire de machine à voter. Vous ne pouvez pas organiser des élections sur la base des dispositions qui ne sont pas réglementaires. La machine à voter ne fait pas partie des dispositions du code électoral de la RDC. Mais vous savez que Joseph Kabila, c'est un secret de polichinelle. Il n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Aujourd'hui encore, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il a choisi un dauphin, il veut aussi l'imposer. Pour l'imposer, il faut avoir une machine électorale au niveau de la RDC dont il ne dispose pas. Alors, si on n'a pas une machine électorale, il faut avoir une machine à voter. Et c'est ces machines à voter qu'il a trouvées. Et pour certainement organiser un hold-up électoral pour pouvoir imposer Chadari. Mais il faut se dire que la communauté internationale qui exerce cette pression sur Kabila et sur le pouvoir congolais doit continuer à cette pression, parce que la RDC a beaucoup souffert. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un pays qui peut nourrir toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, à cause de cette manière de gouverner ce pays, à cause de cette volonté d'imposer une dynastie en RDC, malheureusement ce pays souffre. Et nous avons en face de Joseph Kabila une opposition qui traîne les pas, une opposition qui n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel, une opposition qui va en rang dispersé, qui ne sait pas de quel est le principal objectif qu'elle doit avoir pour aller aux élections. Aujourd'hui, elle tâtonne, elle va de réunion en réunion. On voit l'IDPS qui prend des positions, une position rougeâtre la veille, le lendemain c'est une position jaunâtre. En fait, ça pose problème. Il faut que les acteurs politiques congolais s'entendent sur l'essentiel pour reconstruire leur démocratie, pour permettre au peuple congolais de vivre le bonheur dont a vécu le peuple burkinabé qui s'est débarrassé à un moment de l'histoire de ce pays d'un dictateur. Voilà. Lamine Cissé, Ah oui. Lamine Cissé, je connais votre position par rapport à l'ère des Congo. Je sais que Baba Alpha ne vous a pas du tout caressé dans le sens des poils. On va le dire comme ça. Je vais vous demander, Lamine Cissé, aujourd'hui, est-ce que on doit aller à ces élections-là, advienne que pourra, avec cette machine à voter? Vous savez, moi, quand je fais une analyse globale de la situation du Congo, moi, je ne place pas la situation du Congo dans le cadre d'une démocratisation ou d'une démocratie. Parce qu'en fait, elle est de façade. Mais la réalité du Congo, le problème du Congo, c'est des multinationales. C'est des multinationales qui créent de l'opposition, qui veulent avoir la main dans la soupe et ne pas permettre au peuple congolais de bénéficier de cette soupe-là. Que faire? Voilà. C'est ça le problème fondamental. Aujourd'hui, quand Kabila dit « je ne veux pas que l'Union européenne, vous n'allez pas financer mes élections, je veux une indépendance », qui tape sur la table aux Nations Unies pour dire « prenez vos militaires et partez, on n'a pas besoin de vous ». Parce que nous savons ce que ceux-là font au Congo. Mais le Congolais ne... Cette position est-elle normale selon vous? Non, c'est ce que je voudrais dire. Le problème du Congo, c'est la décolonisation économique du Congo. Alors si par exemple je vois l'opposition et le pouvoir en place et Kabila s'entendre sur comment on va faire pour décoloniser le Congo, parce que ce n'est pas dans ce processus de démocratisation qui permet aux multinationales de continuer à piller les ressources du Congo. Kabila a changé les conventions minières, etc., etc. Il est en train de créer une dynamique révolutionnaire. Et moi, je pense que c'est pourquoi il a voulu un dauphin qui continue cette dynamique révolutionnaire. Parce que ce que Kabila est en train de faire depuis que le Congo est Congo, je n'ai pas vu un président le faire. Mobutu ne l'a pas fait. Non, je vais atterrir sur... Allez-y. Sur ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que cela ne me donne pas... cela ne veut pas dire que je suis d'accord pour les machines électorales. Non. Parce que tu sais, il faut avoir des objectifs dans la discussion.
On laisse souvent les causes profondes et on diagnostique les effets. Les machines, pour moi, c'est des effets de la démocratisation. Mais s'il s'agit d'aller aux élections, je crois que, à défaut que les machines soient comme vous l'avez dit, c'est illégal, mais il faut qu'il y ait un consensus autour de la machine. Il faut que Kabila cherche un consensus. Il ne l'a pas, ce consensus. C'est ce qui me gêne, moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que je condamne, le manque de consensus autour de cette machine. Et donc, problème. Vous parliez des propos de Kabila qui dit qu'il ne veut pas de financement extérieur pour les élections. Mais en 2016, Kabila disait qu'il n'y a pas d'argent en RD Congo pour faire des élections. Oui. Aujourd'hui, en 2018, il fait volte-face, il dit que le Congo a les moyens de faire des élections, mais la CENI ne dispose pas de ces moyens-là pour aller aux élections sans machine à voter. Corneille Nangaa a été clair, il dit le 23 décembre 2018, il n'y aura élection que si nous utilisons la machine à voter. Donc, qui a dit ça, le président de la CENI, Corneille Nangaa. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans nous sommes dans un schéma où autonome. Nous sommes Lamine Cissé, nous sommes dans un schéma où soit on accepte la machine à voter, soit on prolonge le mandat déjà anticonstitutionnel de Joseph Kabila Kabange, qui donc pourra pourquoi pas faire un autre quinquennat à la tête de la RDC. Vous savez, c'est un secret de polichinelle. On va multiplier les débats autour de la RDC. Nous savons tous que Joseph Kabila n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. Décolonisation économique, élection démocratique, la vérité est qu'il veut s'incruster au pouvoir. Sa volonté n'est pas forcément la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais a besoin d'une décolonisation économique ou d'une véritable démocratie. Reconnaissez avec moi, monsieur Lamine, que le peuple congolais aspire à une démocratie. Et si la démocratie est réelle, le peuple congolais peut imposer ses volontés, ses aspirations à ses gouvernants. Si le peuple congolais a besoin d'une décolonisation économique, comme vous le dites, il l'imposera à ses gouvernants, mais pas une dictature qui continue à piller le pays et à accuser les autres. Voilà, c'est-à-dire quand il parle du peuple congolais, il parle de quel peuple? C'est le peuple que Kabila a derrière lui, ou c'est le peuple que Katumbi a, ou le peuple de Jean-Pierre Bemba? Parce qu'en fait, ce que vous ignorez, c'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas, ces gens-là, ils ont des jets privés. C'est des multimilliardaires en dollars. Ce dont vous parlez, et vous pensez que le peuple est derrière ces gens-là. Le peuple, je dirais aujourd'hui, le peuple congolais est orphelin. C'est un peuple orphelin qu'il faut aider. Parce que si le peuple décidait aujourd'hui, ces gens-là n'allaient pas faire ce qu'ils font. Le peuple n'a pas la même mise. Il faut prendre le contexte historique du Congo, depuis Mobutu jusqu'au maintenant, et placer le Congo dans son contexte. Parce que moi, je ne peux pas amener le même jugement au Congo que le Sénégal. Évidemment. Au Sénégal, nous n'avons pas le même contexte. Oui. On a été AOF, on n'a jamais la stabilité, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre le même jugement que j'ai fait pour le Sénégal, pour le Congo. Il faut que je me mette dans le contexte historique et actuel congolais pour faire une analyse cohérente de la situation. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est pas moi qui l'ai dit, mais au Parlement de l'Union européenne. Vous avez vu un parlementaire qui est sorti pour dire que le problème congolais n'est pas la démocratie. Que les multinationales n'ont qu'à enlever leurs mains dans le problème. C'est eux qui dictent, ils tirent les ficelles. Et moi, j'ai mal pour ces Congolais qu'on utilise avec des miettes dans la rue, qui font des tapages, ils savent pas pour les intérêts des gens qui ont des jets privés et qui sont liés à ces multinationales-là pour continuer à piller le Congo. Je dis, moi, aujourd'hui, le président Joseph Kabila est-il aujourd'hui disculpé de connivence avec ces multinationales? Les actes qu'il pose, moi, me rassure. Parce qu'il a changé les conventions. Il est en train de dire aux blancs, là, à l'ONU, comment on l'appelle là, les soldats des Nations Unies et autres là, de quitter le Congo parce qu'ils sont en train de créer de l'insécurité, de piller les ressources. L'armée congolaise aujourd'hui a les moyens d'assurer la sécurité du peuple congolais. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, vous voyez, ce que Robert Mugabe vous a dit, cette armée-là, combien il pompe aux Congolais par an? C'est des millions et des millions de dollars par an. Et cet argent-là ne peut pas servir aux Congolais. Et cet argent ne peut pas... Ils n'ont restructuré aucune armée. Comment dirais-je, l'opinion internationale, les forces internationales qui viennent, ils devaient assurer au Congo une armée structurée, forte, puissante. Ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils sont dans la dynamique de créer une dépendance du Congo dans laquelle eux, ils vont toujours... Vous savez, ce que je dis,
d'une façon claire, ce n'est pas tous les Congolais qui puissent faire des analyses aussi rationnelles. Vous le savez et moi je le sais, sur ce plateau-là. Le problème congolais, le Congo qui peut nourrir toute l'Afrique, pourquoi depuis l'indépendance jusqu'à présent, le Congo est dans ces situations jusqu'à présent? Ils ont fait toutes les tentatives pour diviser le Congo, pour piller les ressources du Congo. Ils ont tué le père Kabila en 15 jours et ils ont imposé son fils. Et son fils maintenant s'est rébellé parce qu'il est allé chercher les Chinois, il veut changer les données. Il s'est rébellé parce qu'il veut rester au pouvoir. Et il sait que ceux qui l'ont imposé ne sont pas d'accord qu'il continue. Il a changé de discours à leur égard. Il s'est rébellé contre eux. C'est normal qu'il y ait des intérêts. Le Congo voisin. Et c'est le même Kabila qui a travaillé avec toutes ces multinationales. Le Congo voisin. Le Congo voisin. Oui. Il a fait combien d'années dans le pouvoir? Sassou Nguesso. Ils l'ont maintenu, ils ont révisé la constitution, ils ont dit reste le pétrole congolais parce qu'il leur permet. Mais lui, il ne s'est pas révélé. Gabon, on va toucher le cas du Gabon. Bongo Ka, il s'est révélé, mais ils ont dit il faut qu'il parte. Ce que nous savons, nous le savons. Non, parce que le père ne suis pas là en train de soutenir l'implication ou l'immixtion des multinationales dans la gestion des ressources économiques de nos pays. Mais je ne suis pas aussi d'accord qu'on reste félon pendant 10 ans, parce qu'on veut aller à 12 ans, à 17 ans. Là, on décide de se rebeller parce que les partenaires d'hier ne sont pas d'accord. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce que vous vous êtes rebellé économiquement. Vous avez changé les données économiques. Voilà. C'est pourquoi ils vous ont dit de partir. Quand Kabila, je me rappelle, quand Kabila fils a donné le pays aux Chinois, il a appelé les Chinois pour... Mais c'est la Banque mondiale qui a crié d'abord, avant les autres institutions. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à combattre cette position. C'est à partir de ce moment-là l'opposition a commencé de plus en plus à être forte. Ils instrumentalisent. Lamine Sissi, est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes en train de parler d'un président qui ne devrait plus être à son poste? Je ne veux pas qu'il reste à son poste. Là, je suis clair là-dessus. Kabila doit partir. Il doit donner un modèle de démocratisation. Mais aujourd'hui, les moyens pour qu'il parte dans la paix et dans la sécurité ne sont pas garantis. On parle des multinationales ou pas, on oublie de dire la Je suis d'accord avec vous pour dire que ces machines-là, c'est des machines à problème. Voilà. Je dis qu'il doit avoir un consensus autour de ces machines-là. Sinon, moi-même, ça me pose un problème. Mais la démocratie doit être d'abord consensus. Si la loi ne réglemente pas, le consensus doit prévaloir. C'est impossible parce que la majorité des candidats a dit qu'elle ne veut pas de cette machine à voter. Il doit reculer. Donc c'est fini. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais ils ne le font pas. Donc la c'est les conditions pour qu'il y ait la paix tranquille, une élection transparente et crédible ne sont pas réunis, ne sont toujours pas réunis, alors que nous sommes à quelques semaines de ce scrutin-là. Nous allons parler aussi de la Côte d'Ivoire, si vous le voulez bien, messieurs. Ne cédez pas aux manipulations, ce sont là les mots du Sphinx de Daoukro. Henri Colombédier devant les élus du PDCI, c'était donc dans son fief même, natal à Daoukro, plus de 100 recours, il faut le dire, ont été déposés pour ces municipales et locales à la Cour suprême. Qu'est-ce qui explique l'effervescence autour de ces élections-là, Lamine Sissi? Oui, moi je pense que cette rupture, chacun veut montrer un peu sa force, chacun veut avoir la même mise sur ses fiefs. Vous savez, le PDCI, moi je me réjouis d'ailleurs que le PDCI et le RHDP, RDR, n'est-ce pas, se montrent les deux forces politiques. Parce que ça confirme un peu ce qui s'est passé aux élections avec Gbagbo. Parce que quand j'ai vu ces deux forces se lier contre Gbagbo, j'ai dit il n'a pas de chance. Parce que le terrain, c'est le terrain qui commande. Et la preuve aujourd'hui, les résultats du FPI, vous avez vu, c'est minable, c'est insignifiant. Ouais. Ce qui veut dire que encore que ça dépend de quel FPI, parce que, quoi qu'on dise, le FPI, Laurent et Simone Gbagbo n'est pas allé aux élections. Il n'y a que le FPI, Pascal Affi-N'Guesson, même ça, même s'ils sont allés aux élections, c'est-à-dire que l'eau a coulé sous les ponts. Parce qu'il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de nouvelles hommes politiques, de nouvelles personnalités sur le terrain qui ont montré aux populations d'autres manières de gouverner. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais tout simplement dire est que peut-être qu'il y va de la vitalité de la politique. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire reste un pays fragile. Parce qu'en fait, je me pose la question, j'ai fait plusieurs visites là-bas. Le temps de Gbagbo et après Gbagbo, j'ai été là-bas, 5 ans après, j'ai été là-bas, j'ai vu des améliorations, des gens qui montrent le satisfait que le pays avance. Ok? Déjà, je ne sais pas, nous sommes à quel niveau,
Mais moi, je pense que les élections municipales locales ont toujours attisé ces genres de tensions. Parce que c'est des personnes locales qui s'affrontent. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Baba Alpha, 92 mairies et 18 régions pour le RHDP du président et 50 mairies et 6 régions pour le PDCI. Est-ce que c'est une victoire effective pour le RHDP ou c'est quand même, je dirais, pourquoi pas un camouflet? Bon, si on analyse les chiffres d'abord du taux de participation, parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire au cours de ces élections, j'ai vécu en tout cas les 72 heures avant et après, 24 heures après ces élections. Donc vraiment j'ai vécu un peu la fièvre électorale et j'ai vu que le taux de participation est assez faible. Donc il est difficile aujourd'hui d'affirmer que les forces en présence ont mesuré leur capacité ou leur véritable poids électoral. Mais la réalité est que le RHDP sans le PDCI est aujourd'hui affaibli. Le PDCI n'étant plus au RHDP n'aura plus cette force parce que le RHDP a réussi à diviser le PDCI. Parce que même certains caciques du PDCI, plusieurs cadres, qui ne voulaient même pas partir au RHDP, sont allés aux élections en tant qu'indépendants. Et beaucoup d'entre eux qui ont gagné le scrutin dans leur commune ou dans leur région, en tout cas visiblement, selon ce que j'ai constaté, sont en train de se diriger vers le RHDP. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il faut remarquer que dans la commune d'Abidjan, le PDCI a quand même remporté Cocody et Plateau. Cocody, c'est la commune la plus riche de la ville d'Abidjan. Le PDCI a aussi remporté Yamoussoukro, la capitale politique. Donc, il y a aujourd'hui des raisons de croire que la bataille sera hardie entre le RHDP et le PDCI. En 2020. Voilà. Et l'élément inconnu, c'est le comportement que va avoir les militants du FPI. Les militants FPI, Laurent Gbagbo, et le sort qui sera réservé à Guillaume Soro dans le cadre de ce... Parce que... Tout à fait. Voilà. Ses ambitions présidentielles sont intactes. Rien ne démontre que Alassane Ouattara est prêt à faire de Soro son dauphin. Bédié, c'est la rupture. Et Alassane Ouattara propose que lui et Bédié soient au banc de touche en 2020 pour laisser à la jeunesse émerger. C'est quelle jeunesse? Guillaume Soro croit que c'est lui cette jeunesse. Je vois d'autres acteurs politiques ivoiriens qui pensent que, comment il s'appelle, Bakayoko de Ahmed Bakayoko aussi. Le ministre Ahmed Bakayoko est un potentiel aussi candidat. On verra tout ceci, mais je sens que ça risque d'être très difficile pour Alassane Ouattara de gérer les élections de 2020. Voilà. Alors, l'analyse est cohérente. Lamine Cissé, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même quelques images qui ont fait penser aux heures les plus sombres de 2011. Il y a eu des échauffourées dans certaines communes, notamment la commune de Plateau, la commune la plus riche d'Abidjan, où on a vu des personnes qui sont sorties pour exiger que la vérité des urnes soit retranscrite. Est-ce à dire que aujourd'hui, ce n'est pas totalement du passé, les crises post-électoraux? Est-ce que les autorités ont fort à gagner à réellement pacifier le pays en mettant en branle tout l'arsenal, je dirais, électoral pour que 2020 soit des élections crédibles et apaisées? Heureusement qu'on a eu ces failles. S'il y a des failles, il faut les corriger avant 2020. Il faut corriger. Je crois que c'est un texte, le test du système électoral, c'est déjà, ça s'est montré un peu affaibli. Il faut corriger les insuffisances pour que les élections prochaines, les élections présidentielles prochaines soient des élections apaisées. Je crois qu'ils vont, toute la classe politique, ils vont travailler dans ce sens-là. Parce qu'Alassane Ouattara aussi, lui, c'est pas... son bonheur n'est pas d'aller à la retraite et de laisser le pays en lambeaux. Ah oui. Je crois qu'ils feront tout, toute la classe politique d'ailleurs. Parce que la Côte d'Ivoire a appris de la paix et de la guerre. Je pense qu'ils vont beaucoup faire attention. Voilà. Il y a aussi la question de fraudes qui ont été dénoncées. Est-ce que tout ceci ne peut être aussi pas dû à la réforme de la CEI qui n'est toujours pas effective, alors que, je dirais, pratiquement tous les organes africains ont reconnu que la CEI n'était
pas partial, alors que est-ce qu'on peut jouer un match alors que le juge est taxé de supporter une équipe? Bon, moi je pense que le président Alassane Ouattara doit accepter de sacrifier vraiment à cette demande. C'est-à-dire, la CEI ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique ivoirienne. C'est une réalité. Nous avons toute la confiance qu'il veut donner sur cette question, mais il est nécessaire pour des élections apaisées, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a tout appris, comme l'a dit Lamine, de la paix et de la guerre, de revenir sur la table, discuter avec tous les acteurs politiques, s'entendre sur les lois électorales, mais aussi sur les acteurs devant conduire le processus électoral de 2020. C'est des élections qui ont des enjeux extraordinaires, trop importants pour la Côte d'Ivoire. Ce pays a souffert. Les morts nous écoutent encore. Je ne sais pas s'ils sont véritablement fiers de ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas les tuer encore à travers une autre crise post-électorale. Le président Ouattara a décidé de partir s'il n'a pas totalement atteint l'objectif de la réunification totale de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il doit laisser un pays en paix. Et ce pays en paix, c'est des élections démocratiquement organisé. Voilà. En République centrafricaine, on va en parler. Le président de l'Assemblée nationale, on va dire ex-président de l'Assemblée nationale désormais, Abdou Karim Mekasso a été destitué. C'était après le dépôt d'une pétition l'accusant notamment de détournement de deniers publics et de favoritisme. Quelle est votre lecture de cette situation-là? C'est totalement inédit, du moins en Centrafrique. Oui, mais c'est-à-dire, je suis un peu gêné quand on est en train de lier ça facteur religieux, islam, et puis parce que lui-même il est sorti pour dire que même les musulmans, il dit que c'est pas une question religieuse, lui-même, le président de l'Assemblée nationale, pour calmer les populations, pour leur dire que même il y a des musulmans députés qui ont voté contre lui. Donc, est-il coupable ou pas? Maintenant, j'ai entendu qu'il dit qu'il va faire recours parce que il a intenté un recours. Très bien. Alors, moi, je pense que ce pays-là est très fragile. Très fragile. Le pays n'a pas des institutions qu'il faut. Les institutions ne sont pas fortes. Le pays est toujours sous contrôle. Il y a toujours les rebelles qui contrôlent d'autres partis. Donc, si on vient rajouter à cette institution qui peut peut-être impulser la dynamique de paix, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Nous sommes dans une spirale. Et puis, il y a la France qui est là, je crois. Et puis il y a des enjeux. Vous savez, tous les pays frontaliers à la Centrafrique, je crois, sauf le Cameroun, tous les autres pays ont connu des crises majeures. Alors donc, je crois que tous ces facteurs-là jouent sur la stabilité de ce pays-là. Voilà. Aujourd'hui, en Centrafrique, on a des députés qui peuvent entrer au Parlement avec des armes, qui peuvent tirer en l'air, alors que nous sommes dans un contexte où on appelle à la paix, où on veut continuer le processus de pacification du pays. Est-ce que, est-ce que cette destitution-là peut avoir une influence sur la durée, parce que, quoi qu'on dise, Abdou Karim Mekasso est musulman issu du quartier PK5, élu député à l'Assemblée nationale avant d'être proposé et être élu président. Bon, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais cette question de destitution de Abdou Karim Mekasso, c'est deux puissances étrangères qui se sont affrontées, c'est la France et la Russie. Abdou Karim Mekasso serait un pion de la France, alors qu'Archange Touadéra est de plus en plus en bonne entente avec la Russie, et que la Russie ne souhaite plus avoir Abdou Karim Mekasso à la tête de l'Assemblée nationale centrafricaine, parce que plusieurs lois qu'aurait proposé le gouvernement d'Archange Touadéra ont été rejetées sur influence de Abdou Karim Mekasso. On a estimé que tout ce dossier pour le destituer était monté de toutes pièces, mais en réalité il y avait des dessous. Mais la réalité, du point de vue politique, moi je trouve que c'est normal. Si ceux qui dirigent estiment qu'il y a des manquements dans la gestion des deniers qui lui sont confiés en tant que président de l'institution parlementaire, et qu'il faut appliquer l'article 12 du 14 mars 2017, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais du point de vue politique et social, ça pose un problème. C'est vrai qu'il ne faut pas lier cette question à sa religion, et que lui-même, dans ses premières déclarations, a souligné que ceci, mais j'ai lu la réaction du FRPC qui soutient Mekasso, et nous avons entendu des armes
qui ont retenti au lendemain de sa destitution. Et aujourd'hui, je crains que le regain de tension que nous avons constaté depuis le 1er octobre jusqu'à la date de sa destitution ne puisse pas exploser. Parce que, quoi qu'on dise, certains musulmans se sentiront écartés de la gestion du pouvoir, alors que c'était une entente pour équilibrer en tout cas les pouvoirs en Centrafrique. Voilà, donc ça risque de poser des problèmes. Voilà, ce sera déjà tout pour le compte de cette émission. Vous êtes dans l'Alpha, journaliste, ancien président de la Maison de la Presse du Niger. Face à vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Monsieur, merci d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.